Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Mathurin Fumery. Je suis gastro-entérologue. Je travaille au CHU d'Amiens, où je m'occupe donc des maladies du tube digestif. Et on est ce soir dans le cadre du Facebook Live de la Fondation Digescience, présent pour parler du syndrome de l'intestin irritable. Donc, vous pouvez me poser des questions via le Facebook Live et je vais d'abord vous parler un petit peu de généralité sur le syndrome de l'intestin irritable et je vous propose ensuite qu'on discute via ces questions et je vais essayer de répondre à la majorité d'entre elles. Donc, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'intestin irritable? Alors, il y a beaucoup, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente. On considère que c'est 5 à 10% de la population française qui est atteinte d'un syndrome de l'intestin irritable. Ça représenterait probablement 4 à 5 millions de Français. C'est difficile de savoir exactement l'épidémiologie précise, puisque le diagnostic n'est pas toujours évident. C'est une pathologie qui est source d'un handicap, d'une altération de la qualité de vie chez certains patients, et qui n'est pas associé à une augmentation de la mortalité, c'est un élément important. Donc c'est une maladie qu'on considère comme bénigne, mais qui est profondément associée à une altération de la qualité de vie pour les patients. Donc qu'est-ce qu'on a comme symptômes quand on a un syndrome de l'intestin irritable? On a essentiellement des douleurs abdominales chroniques qui évoluent de façon intermittente. Et dans la définition du syndrome de l'intestin irritable, il y a notamment des critères qu'on dit de Rome pour définir ce diagnostic, et avec des caractères chronologiques, avec des symptômes qu'on doit avoir au moins un jour par semaine sur 3 mois, et au moins depuis plus de 6 mois, c'est-à-dire il faut avoir une chronicité des symptômes pour faire le diagnostic. S'associe aux douleurs abdominales chroniques des troubles du transit, avec des modifications de la fréquence des selles, des modifications de la consistance des selles, et un rapport entre les douleurs abdominales et la défécation. Et finalement, on retient 3 grands types de syndrome de l'intestin irritable. Des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable à prédominance de douleur, d'autres qui ont un syndrome de l'intestin irritable à prédominance de diarrhée, et d'autres qui ont un syndrome de l'intestin irritable à prédominance de constipation. Donc c'est tout ça qui définit le syndrome de l'intestin irritable, c'est des douleurs abdominales chroniques avec des troubles du transit qui évoluent de façon chronique, et en tout cas au moins un jour par semaine. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pathologies, même digestives, qui peuvent se faire passer pour un syndrome de l'intestin irritable, et c'est parfois difficile dans certaines situations d'affirmer qu'on a ce diagnostic. Il est parfois nécessaire d'effectuer des examens complémentaires pour ne pas méconnaître d'autres diagnostics qui pourraient être potentiellement plus graves. On pense notamment à une maladie inflammatoire de l'intestin, une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique, une maladie cœliaque, parfois des maladies liées à l'alimentation comme une maladie cœliaque, une intolérance au lactose, et parfois des choses plus graves, notamment chez les patients les plus âgés, un cancer du côlon. Donc on va aller faire des examens complémentaires, en tout cas quand ces symptômes apparaissent après 50 ans, ou quand il y a des signes d'appel, c'est-à-dire un amaigrissement, du sang dans les selles, ou des symptômes qui apparaissent depuis très récemment. En dehors de ces situations, il n'est pas nécessaire de façon systématique d'effectuer des examens complémentaires. Donc, on disait que c'est associé à différentes pathologies, et quand on a un syndrome de l'intestin irritable, on a un risque où on a plus souvent, par exemple, une fibromyalgie ou un syndrome de fatigue chronique ou une dyspepsie, c'est-à-dire des symptômes digestifs hauts d'inconfort souvent liés à l'alimentation. Et aussi, le syndrome de l'intestin irritable est un peu plus fréquent chez les femmes. On a longtemps parlé de colopathie fonctionnelle et non pas de syndrome de l'intestin irritable. Et maintenant, on doit utiliser le terme de syndrome de l'intestin irritable, car on sait que ce n'est pas une maladie purement fonctionnelle. Il y a la recherche fondamentale qui nous a montré, on va en reparler un petit peu, quelques anomalies objectives qui sont associées au syndrome de l'intestin irritable. Et aussi, la deuxième raison, c'est que ce n'est pas une maladie purement du côlon, mais c'est une maladie
de l'intestin grêle et du côlon. Vous savez que le tube digestif, c'est la bouche, l'œsophage, l'estomac, puis l'intestin grêle avec le duodénum, le jéjunum et l'iléon, puis le côlon, le rectum et l'anus. Et la colopathie fonctionnelle, c'est une maladie de l'intestin grêle et du côlon. Donc, pourquoi on développe un syndrome de l'intestin irritable? Et ça, c'est un petit peu complexe, mais il y a des données de recherche fondamentales, notamment récentes, qui ont beaucoup progressé sur ces données physiopathologiques. On sait aujourd'hui que ce n'est pas une pathologie fonctionnelle et ce n'est pas une maladie purement moteur, c'est-à-dire ce n'est pas une maladie qui est liée à un défaut, par exemple, de contraction du muscle dans la paroi de l'intestin grêle et du côlon qui permet de faire progresser comme ça le bol alimentaire, par exemple. Et on sait qu'il y a deux nouveaux éléments qui sont tout à fait nouveaux. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une relation entre l'intestin et le cerveau, et c'est les données sur la sensibilité viscérale. Et l'autre élément, c'est quelque chose dont vous entendrez parler de plus en plus, c'est les anomalies du microbiote. Alors si on voit brièvement les différentes anomalies objectives qui sont associées à l'apparition d'un syndrome de l'intestin irritable, on s'aperçoit que les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ils ont des anomalies motrices, ils ont des anomalies de la contraction du muscle de la paroi, de l'intestin grêle surtout, et un petit peu du côlon. Et on s'aperçoit qu'il y a des anomalies motrices de l'intestin grêle, clairement chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, après dominance de diarrhée. Et cette activité moteur des muscles dans la paroi, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'elle est importante la journée, elle peut être favorisée par le stress, et au contraire, on ne la retrouve pas la nuit pendant le sommeil. Et ça, c'est des symptômes dont on sait qui sont vraiment évocateurs de syndrome d'intestin irritable, favorisés par le stress et qui disparaissent par exemple pendant le sommeil, qui ne réveillent pas le malade. Et quand on a des symptômes digestifs qui réveillent le malade, il faut en parler à son gastro-entérologue et il faut chercher une maladie clairement organique. En tout cas, ces anomalies motrices, elles peuvent être responsables de douleurs à type de crampes et de diarrhée. Les perturbations motrices du côlon, elles sont plus faibles et on a des anomalies qui sont surtout postprandiales et qui sont augmentées et qui peuvent être responsables de diarrhée ou au contraire diminuées et responsables de constipation. Après, le deuxième élément après les anomalies motrices, c'est les anomalies de la sensibilité viscérale. Et par exemple, on s'en est aperçu, surtout chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable après dominance de diarrhée ou de douleur. Et par exemple, quand on va gonfler un ballonnet, c'est de la recherche, gonfler un ballonnet dans le rectum ou dans le bas du côlon gauche de patients témoins sains en comparaison à des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, et il va y avoir un abaissement du seuil de la douleur chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable. L'autre élément qui nous montre qu'il y a une hypersensibilité viscérale dans l'intestin irritable, c'est que c'est souvent associé à une dyspepsie aussi, à des symptômes digestifs hauts, d'inconfort, notamment postprandiaux. Alors pourquoi on a une hypersensibilité viscérale? Il y en a une hypersensibilité, il y a une des raisons qui sont liées clairement à l'intestin au niveau digestif et aussi des choses qui sont plus centrales, probablement au niveau de la moelle épinière et peut-être même du cerveau. Et on sait que quand on a un syndrome de l'intestin irritable, on a une stimulation au niveau du tube digestif de neurones. On a des neurones dans la paroi du tube digestif. On a aussi des nocicepteurs. Des nocicepteurs, c'est des récepteurs à la douleur dans le tube digestif. Et on peut avoir dans le syndrome de l'intestin irritable une diminution de la sensibilité, du seuil de sensibilité de ces nocicepteurs. Donc pour une même stimulation, avoir un signal douloureux qui est un petit peu plus important. Et l'inflammation microscopique qu'on voit dans le syndrome de l'intestin irritable, elle pourrait avoir un rôle dans ce seuil douloureux au niveau des neurones du tube digestif. On sait aussi qu'il y a des anomalies neurologiques centrales avec une excitabilité, je suis désolé, je me fouille, une excitation trop importante des neurones au niveau de la moelle épinière. Et maintenant, vous savez qu'on peut faire des études avec de l'imagerie fonctionnelle, on peut voir en temps réel, par exemple, l'activité du cerveau grâce à des IRM. Et on sait que les patients atteints de syndrome d'intestin irritable ont probablement un défaut d'intégration des données sensitives qui viennent du tube digestif
au niveau du cerveau. Donc c'est assez complexe, mais clairement il y a une hypersensibilité. Dans ce cas-là, on va repartir, donc je disais, sur les physiopathologies du syndrome de l'intestin irritable. Donc il y a des anomalies motrices de l'intestin, une hypersensibilité viscérale, une hypersensibilité du tube digestif, les anomalies du système immunitaire, la perméabilité intestinale qui est augmentée, et merci pour le message, et les anomalies du microbiote. Le dernier point, c'est les facteurs psychologiques, je disais, et souvent la majorité des gastro-entérologues et des médecins traitants qui voient beaucoup de patients qui ont des syndromes de l'intestin irritable en sont convaincus, et c'est toujours difficile de trancher sur qu'est-ce qu'est la cause et qu'est-ce qu'est la conséquence. On peut imaginer que peut-être que le stress aggrave des symptômes digestifs. On peut imaginer aussi que le fait d'avoir une pathologie digestive chronique, source de douleur abdominale chronique, peut être responsable, elle, d'un trouble psychologique, de stress ou autre chose. Donc, c'est toujours difficile de savoir ce qui est responsable. L'autre élément, c'est que c'est difficile à évaluer dans des études, le stress, et on peut imaginer qu'il nous faut des échelles objectives d'évaluation du stress, et souvent sur des larges cohortes de patients, et c'est difficile méthodologiquement à faire. Il y a beaucoup d'études quand même qui ont montré qu'il y avait peut-être un terrain psychologique, peut-être des troubles de l'humeur qui étaient associés au syndrome de l'intestin irritable. Quand on a ce type de symptômes, on peut imaginer aussi qu'on a un défaut de perception de certaines informations, notamment au niveau du cerveau, qu'on peut avoir une hypervigilance au niveau de ces symptômes, et qu'on ait un seuil de sensibilité et un seuil de sensibilité à la douleur qui est différent. L'autre élément, c'est qu'on parle de plus en plus de la communication entre le cerveau et l'intestin, et il y a une partie du système nerveux qui communique directement entre le cerveau et l'intestin, avec le système nerveux autonome, et on sait que le système nerveux autonome, qui est contrôlé directement par le cerveau, est capable de sécréter notamment des médiateurs chimiques au niveau du tube digestif qui va influencer la sensibilité viscérale, la motricité et l'immunité. Et donc c'est le dernier point, et on peut imaginer que des facteurs psychologiques, clairement, de façon intuitive, influencent ces symptômes. Donc ça, c'est les différents éléments sur la physiopathologie. C'est peut-être un petit peu complexe, je suis désolé. Et on va juste parler maintenant des différents traitements. Donc, il y a des traitements probablement qui sont liés à l'alimentation, avec une prise en charge alimentaire et une prise en charge qui est médicamenteuse. Avant tout ça, le plus important, c'est d'expliquer aux malades ce que c'est un syndrome de l'intestin irritable, quels sont les enjeux, quels sont les risques évolutifs de la maladie, lui expliquer que il n'y a pas de risque de mortalité, il n'y a pas de risque de cancer du côlon, il n'y a pas de risque de chirurgie, et la réassurance est importante. Le deuxième élément, c'est qu'il faut être accompagné avec le gastro-entérologue, le médecin traitant, mais aussi des diététiciennes et aussi les associations des patients, et on sait que une prise en charge multidisciplinaire est plus efficace. L'autre élément, c'est qu'il faut expliquer aux patients quels sont les objectifs thérapeutiques. Et il faut expliquer que la guérison, aujourd'hui, c'est un objectif qui est difficile à atteindre, et que l'objectif, c'est de diminuer les symptômes et d'améliorer la qualité de vie avec les deux stratégies, médicamenteuses et non médicamenteuses. C'est une situation, en tout cas pour les médicaments, donc c'est dont on va parler en premier, pour lequel il y a un effet placebo qui est assez important. On sait que c'est assez caractéristique dans cette pathologie. On le voit dans les essais cliniques. Quand on compare une molécule qui est censée être active à un placebo, on voit qu'il y a un taux de réponse au placebo qui est assez important. L'autre élément, c'est que c'est des maladies où on va faire beaucoup de traitements à la demande, c'est-à-dire qu'on va prendre un traitement médicamenteux quand on a des symptômes. Le traitement de première intention du syndrome de l'intestin irritable médicamenteux, c'est les antispasmodiques, et il y a notamment 3 molécules qui ont montré dans le cadre d'essais cliniques, c'est-à-dire qui ont été comparées notamment à un placebo et qui ont montré qu'ils étaient plus efficaces qu'un placebo, donc c'est-à-dire des médicaments avec un niveau de preuve élevé. Dans les antispasmodiques, il y a une molécule que vous connaissez qui s'appelle le spasfon, qui va jouer sur le muscle de la paroi digestive. Il y a une autre molécule
avec l'Averine siméticone, qui est le météospasmil, le nom commercial, et la troisième, c'est le pinavarium. Donc ça, c'est des antispasmodiques qui sont clairement le traitement de première intention du syndrome de l'intestin irritable. Et il y a beaucoup de patients qui sont soulagés par ces antispasmodiques. Après, en fonction du type du syndrome de l'intestin irritable, par exemple, dans le syndrome de l'intestin irritable, après dominance de constipation, on va utiliser des laxatifs, alors que dans le syndrome de l'intestin irritable, après dominance de diarrhée, on va utiliser des ralentisseurs du transit, par exemple. Je disais sur les facteurs alimentaires, dans le syndrome de l'intestin irritable, dans une maladie du tube digestif, c'est vrai dans la maladie de Crohn, dans la rectocolite hémorragique, que dans les maladies du tube digestif, c'est intuitif de penser que l'alimentation a un rôle important. Et quand on voit les patients en consultation, il y en a beaucoup qui nous disent et qui ont fait un lien entre certains aliments et des symptômes, ou entre l'horaire des symptômes après le repas, par exemple. Il y a beaucoup de patients qui ont des symptômes 15 minutes à 3 heures, par exemple, après le repas. Ça a été montré dans des études que clairement il y a une influence de l'alimentation, et il y a notamment une étude japonaise qui a montré que quand on jeûnait, eh ben, les symptômes de l'intestin irritable, ils s'amélioraient. Donc c'est clairement pas une solution, vous l'imaginez. Et on a pu voir aussi dans des enquêtes, notamment en France, qu'il y avait plus de 50% des patients qui avaient un syndrome de l'intestin irritable qui faisaient un régime en évitant certains aliments, en faisant un régime pauvre en gluten, pauvre en lactose, pauvre en FODMAPs, on va en reparler. Alors, c'est assez difficile tout ça. C'est difficile de donner une conduite à tenir personnalisée. Mais le premier message, c'est que souvent, ce n'est pas un unique aliment qui est responsable. Et s'il y a un symptôme qui apparaît systématiquement pour un seul aliment, il faut éliminer, même si c'est rare, une allergie alimentaire. Souvent, c'est plusieurs aliments qui sont responsables, et il est possible d'effectuer des tests d'exclusion. Donc, on exclut de l'alimentation les aliments qu'on pense être responsables de symptômes, et on voit si les symptômes disparaissent. Et en tout cas, le message, c'est que si on fait des tests d'exclusion, il faut vraiment avoir une amélioration nette des symptômes après l'éviction, et ne pas le faire de façon trop prolongée. Et si au bout d'un mois, 4 semaines, il n'y a pas d'amélioration nette des symptômes, il ne faut pas continuer. Il y a un régime d'exclusion qui est à la mode, que vous avez peut-être vu sur Internet, c'est les régimes qui sont pauvres en FODMAPs. Les FODMAPs, c'est les fructose, oligo, di et monosaccharides et les polyols. C'est en fait des sucres qui vont dans l'intestin grêle, et vous savez que l'intestin grêle, c'est un des sites d'absorption des aliments. Et ben, ces sucres, ils ne sont pas bien absorbés pendant l'intestin grêle, et ils vont arriver dans le côlon. Et les polyols aussi. Et ces sucres, ils vont être en fait métabolisés par la flore intestinale. Il y a la flore intestinale, on en a parlé tout à l'heure, ça représente 1 à 2 kg du poids total, de votre poids total. Donc si vous faites par exemple 70 kg, il y a 1 à 2 kg de votre poids qui est lié à votre microbiote. Et vous avez plus de bactéries dans votre côlon que de cellules dans votre corps. Ces bactéries, elles vont récupérer de l'énergie à partir d'aliments qui n'ont pas été absorbés, donc qui va passer tout le tube digestif, qui ne vont pas être absorbés et qui vont arriver dans le côlon. Et c'est le cas de ces sucres. Et quand les bactéries, elles vont métaboliser ces sucres, elles vont les utiliser pour faire de l'énergie, elles vont produire des composés chimiques et des gaz. Alors ces gaz, ils peuvent être responsables de ballonnement, de douleurs abdominales, et certains composés chimiques vont pouvoir être responsables de diarrhée, par exemple. Et ont été identifiés les aliments qui étaient riches en FODMAPs, donc ce sont des différents sucres, et ces listes qui sont très importantes d'aliments sont disponibles sur Internet, et on peut proposer un régime pauvre en FODMAPs dans le syndrome de l'intestin irritable. C'est difficile à faire, le bénéfice est souvent assez limité, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on évite tous les aliments sources de ces sucres, on espère une amélioration des symptômes, et progressivement, on va réintroduire certains de ces aliments pour identifier ceux qui sont vraiment responsables et faire des évictions au long cours. Il faut faire attention, parce que quand on fait des régimes qui évitent trop d'aliments, on s'expose à certaines carences nutritionnelles.
Et il faut toujours faire ce type de régime encadré par un médecin et surtout par une diététicienne. Et on sait que c'est quand on est encadré par une diététicienne que ça fonctionne. Et l'autre élément, c'est qu'on ne prend pas de risque. Il y a une étude suédoise qui a montré que déjà faire un régime alimentaire équilibré, encadré par une diététicienne, était aussi efficace qu'un régime pauvre en FODMAP, qui est extrêmement contraignant. Donc un des premiers éléments, c'est d'aller voir une diététicienne, parce que souvent les gastro-entérologues, ils ne connaissent pas très bien ça, et avoir des conseils alimentaires simples qui sont disponibles notamment sur le site des sociétés savantes de la Société française de gastro-entérologie ou dans le site de l'Association des malades du syndrome de l'intestin irritable. Et c'est par exemple éviter la consommation ou limiter ou diminuer la consommation de lactose, des graisses, du fructose et des aliments qui sont source des gaz. C'est finalement les aliments riches en FODMAP, c'est juste de limiter l'alimentation par exemple riche en épices, riche en gras, en café, en alcool, en oignons, en choux, en haricots. Et c'est tous ces aliments qui fréquemment favorisent les symptômes. Donc on ne parle pas forcément d'éviction complète, mais de limiter ces aliments. Il y a d'autres conseils simples à faire peut-être dans un premier temps, mais sérieusement, c'est de faire 3 repas par jour avec des quantités qui soient adaptées, ni trop faibles, ni trop importantes. Manger lentement, dans une atmosphère adaptée au calme. Et on proposera aussi d'éviter l'hydratation avec une eau avec beaucoup de gaz, de consommer beaucoup de chewing-gum et tous les édulcorants. Les édulcorants, c'est tout ce qu'on voit, notamment dans les composés de certains aliments qui finissent en ol. L'autre élément, c'est de probablement répartir les fibres sur la journée et ne pas avoir une charge en fibres d'un coup trop importante. Le régime sans gluten, on pourra peut-être en discuter avec les questions. Le régime sans gluten, il n'y a pas d'indication à un régime sans gluten dans le syndrome de l'intestin irritable. Il n'y a aucune étude qui a montré que ça améliorait les symptômes. Et la seule vraie indication du régime sans gluten, c'est la maladie cœliaque. Après, il y a des traitements alternatifs qui ont été proposés. L'hypnose, par exemple. Et l'hypnose, il y a des études qui ont été assez bien faites qui ont montré qu'il y avait une efficacité dans le syndrome de l'intestin irritable. Le problème, c'est l'accès à l'hypnose et son non-remboursement. Ça a un certain coût. L'ostéopathie aussi, il y a quelques études, et notamment il y a des études qui sont en cours en France, mais qui pourraient montrer un bénéfice, notamment sur les douleurs abdominales. Et il y a l'acupuncture qui a été évaluée dans des études là aussi assez bien menées. Et il y avait par contre aucun bénéfice pour l'acupuncture. Donc voilà globalement la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable. On pourrait juste rajouter ensuite sur l'activité physique. On sait à partir d'études, il n'y a pas vraiment d'essais, mais des études qui ont montré que les patients qui avaient une activité physique avaient moins de symptômes et probablement qu'on tolère mieux ces symptômes digestifs quand on a une activité physique. Donc voilà, j'en ai fini avec mon monologue et je peux répondre à ces questions si vous en avez. J'ai vu tout à l'heure une question sur l'intérêt de la greffe fécale. Donc on appelle ça la transplantation fécale. Donc c'est un moyen pour profondément modifier le microbiote d'un receveur qui pourrait être atteint d'un syndrome de l'intestin irritable, par exemple, à partir de quelqu'un qui est considéré comme sain. Donc, on va prendre les selles d'un donneur, on va vérifier qu'il n'y a pas de pathologie, notamment infectieuse, qui pourrait être transmise via le don de selles, et on va prendre ces selles, on va les conditionner, et on va pouvoir les transplanter. On va faire par exemple un lavement, où au cours d'une coloscopie, on va injecter les selles du donneur, et le microbiote du donneur va coloniser, si vous voulez, le receveur, et on va retrouver ce microbiote chez le patient qui a reçu la greffe de selles. C'est une stratégie qu'on utilise déjà en France, notamment chez les patients qui font des infections à Clostridium difficile récidivantes. Et c'est très efficace dans cette situation. Et aujourd'hui, c'est la seule indication
de la transplantation fécale en France. Il y a des données qui sont en cours dans le cadre de la recherche, notamment dans la rectocolite hémorragique, où il y a des données qui sont assez intéressantes. Des données qui sont en cours, des études qui sont en cours dans la maladie de Crohn. Et il y a eu quelques essais qui ont été effectués au cours du syndrome de l'intestin irritable. Et les résultats, ils sont à ce jour assez décevants. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune place pour recommander la transplantation fécale au cours du syndrome de l'intestin irritable. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions parmi les participants? Alors, on a reçu quelques questions via Internet. Alors, il y avait une question, c'est est-ce que c'est vrai qu'il n'existe aucun médicament pour traiter cette maladie? On peut considérer qu'aujourd'hui, il n'y a aucun médicament pour guérir de la maladie, mais par contre, il y a beaucoup de médicaments qui sont commercialisés qui vont permettre d'améliorer les symptômes, de diminuer les symptômes, d'améliorer la qualité de vie, de faire disparaître le handicap qui est lié à la maladie. Et on l'a dit, c'est essentiellement les antispasmodiques. Et après, on peut utiliser d'autres stratégies, notamment des petites doses d'antidépresseurs tricycliques ou des médicaments qui jouent sur les douleurs neuropathiques. Les probiotiques peuvent être une aide, mais il faut bien utiliser certaines souches qui ont montré leur efficacité dans le syndrome de l'intestin irritable, ce qui n'est pas le cas de toutes les souches qui sont disponibles en vente libre en pharmacie. Alors, le médecin m'a dit que je n'avais pas de lésion. Cela signifie-t-il que je ne suis pas malade? Donc, quand un médecin dit je n'ai pas de lésion, vous n'avez pas de lésion, en fait, c'est probablement après une coloscopie, parce que certains patients bénéficient d'une coloscopie au moment du diagnostic de syndrome de l'intestin irritable. C'est important pour éliminer d'autres causes des symptômes, notamment chez les patients qui sont âgés, notamment chez les patients qui ont du sang dans les selles ou un amaigrissement. On veut éliminer une autre cause de ces symptômes. Et c'est vrai qu'au cours du syndrome de l'intestin irritable, quand on va faire une coloscopie ou une fibroscopie, on va voir aucune lésion macroscopique. Donc à la caméra, on va voir aucune lésion, on va voir une muqueuse qui est normale. Et quand on va faire des biopsies, on va trouver aussi aucune anomalie significative, notamment pas d'inflammation. Mais on sait par contre qu'il y a des anomalies qui existent, qu'on ne va pas chercher en pratique clinique quotidienne, mais qu'on connaît dans le cadre de la recherche, avec, on l'a dit, des anomalies du microbiote, des anomalies de la perméabilité intestinale, une hypersensibilité par exemple des neurones au niveau du tube digestif, des anomalies des muscles dans la paroi, et tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qu'ils existent au cours du syndrome de l'intestin irritable, et on sait que c'est ça qui est responsable des symptômes. Donc ça ne veut pas dire que quand on n'a pas de lésion, qu'on n'est pas malade, et au contraire, au cours d'un syndrome de l'intestin irritable, par définition, il n'y a pas de lésion à la coloscopie. Alors, colopathie fonctionnelle, syndrome de l'intestin irritable et colopathie spasmodique. Alors pour moi, tout ça, c'est la même chose. La colopathie fonctionnelle, c'est l'ancien nom du syndrome de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, les médecins doivent utiliser le nom de syndrome de l'intestin irritable. On l'a dit tout à l'heure pour deux raisons. C'est qu'on sait que ce n'est pas une pathologie fonctionnelle. Et l'autre élément, c'est que ça ne touche pas que le côlon. Ce n'est pas une colopathie, mais c'est bien une pathologie de l'intestin grêle et du côlon. Est-ce qu'il y a un surrisque de cancer quand on est atteint d'un syndrome de l'intestin irritable? Non.
Le cancer colorectal, c'est un cancer qui est extrêmement fréquent, qui a différents facteurs de risque, notamment les antécédents familiaux ou personnels de polypes, le fait d'avoir une maladie inflammatoire de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Mais le syndrome de l'intestin irritable n'est pas un facteur de risque de cancer colorectal et il n'est pas justifié d'effectuer des coloscopies régulièrement quand on a un syndrome de l'intestin irritable. Voilà, donc on peut faire une coloscopie au diagnostic dans certains cas quand on a un doute diagnostique. Et en tout cas, on n'a pas à refaire de coloscopie de surveillance au cours du syndrome de l'intestin irritable. Quelle est la différence entre un syndrome de l'intestin irritable et une maladie de Crohn? Donc, c'est deux pathologies qui sont extrêmement différentes. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire du tube digestif qui est nettement moins fréquente que le syndrome d'intestin irritable, qui peut toucher toute la population, mais qui va toucher dans la majorité des cas des gens jeunes, avec 80% des patients qui sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans, et qui vont avoir des symptômes digestifs parfois très bruyants, avec des douleurs abdominales majeures, une diarrhée d'évolution chronique, parfois du sang dans les selles, et des signes généraux qu'on ne doit pas avoir dans le syndrome de l'intestin irritable, notamment un amaigrissement, une fatigue majeure et parfois de la fièvre, par exemple. Et quand on va aller faire la coloscopie, à la différence du syndrome de l'intestin irritable, dans la maladie de Crohn, on va voir des lésions endoscopiques, c'est-à-dire qu'on va voir des ulcérations, des ulcères sur la muqueuse, alors qu'au cours de la syndrome de l'intestin irritable, comme on l'a dit tout à l'heure, la coloscopie, elle est normale, il n'y a pas d'ulcération. Donc ça, c'est la différence entre ces deux pathologies, et donc le traitement est tout à fait différent. Les traitements du syndrome de l'intestin irritable ne fonctionnent pas sur la maladie de Crohn. On peut avoir une petite amélioration des symptômes, mais ça ne traite pas l'inflammation. Et on va utiliser des immunosuppresseurs ou des biothérapies qui vont jouer sur le système immunitaire au cours de la maladie de Crohn, et il n'y a pas d'indication à ces traitements au cours du syndrome de l'intestin irritable. Alors, il y a une question, c'est comment faire pour participer au protocole de recherche. Donc, dans les CHU français, il y a beaucoup de recherches qui est effectuée sur les maladies inflammatoires de l'intestin et sur le syndrome de l'intestin irritable. Et vous pouvez contacter les centres de recherche des différents CHU pour connaître les protocoles qui sont en cours et voir si vous pouvez être éligible à différents protocoles. Il y a de la recherche qui est effectuée en partenariat avec les laboratoires, par exemple pour développer et pour aider au développement ou à l'évaluation de nouvelles molécules. Et il y a de la recherche qui est purement académique, qui est menée par les centres universitaires pour évaluer là aussi des nouvelles molécules ou des nouvelles stratégies de traitement ou pour mieux comprendre pourquoi on développe telle ou telle pathologie. Alors, quels conseils vous pouvez nous donner concernant le soleil et les immunosuppresseurs et biothérapie? Alors, on sort un petit peu du sujet, puisque les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, par définition, ne sont pas traités par immunosuppresseurs ou biothérapie. En tout cas, c'est des traitements de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique. Et il y a des conseils simples avec ces traitements, c'est que c'est les règles déjà pour toute la population. C'est éviter de s'exposer au soleil entre midi et 16 heures. C'est se protéger avec de la crème solaire, et des chapeaux. Et en plus, avoir une consultation de dermatologie annuelle de dépistage. Et c'est recommandé au cours de ces traitements dans les MICI, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Alors, les médecins parlent quand même de micro-lésions, oui, c'est ce qu'on peut dire, parce qu'on sait que les patients atteints de syndrome d'intestin irritable, ils ont des anomalies inflammatoires microscopiques, ils ont des anomalies de la perméabilité de l'intestin, mais en pratique clinique quotidienne, on n'est pas capable d'aller rechercher ces lésions, c'est que pour la recherche, et l'examen endoscopique et les biopsies ne vont pas montrer de micro-lésions.
Alors, je regarde parce qu'il y a un peu de débat sur les questions. Donc, le syndrome de l'intestin irritable n'a donc rien à voir avec les défaillances immunitaires comme les MIC-I, non. C'est des maladies avec des physiopathologies qui sont complètement différentes. Et clairement, les maladies inflammatoires, il y a une réaction immunitaire qui est mal régulée, qui est inappropriée, notamment contre la flore, contre le microbiote, contre les bactéries qu'on devrait tolérer comme des bonnes bactéries. Au cours des MIC-I, il y a une réponse immunitaire qui est inappropriée et exagérée contre celle-ci. Tandis que, au cours du syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas une maladie inflammatoire à proprement parler, ce n'est pas une maladie immunitaire. On sait juste qu'il y a peut-être une stimulation un peu trop importante et des lymphocytes et des mastocytes au niveau de la paroi, mais c'est vraiment des choses qui sont minimes et c'est vraiment différent entre les deux pathologies. Donc pour la maladie de Crohn, il faut poser la question à Simon. Alors l'acupuncture a de bons résultats sur cette maladie et soulage la douleur, donc si c'est votre expérience. De toute façon, c'est jamais tout blanc et tout noir. Et il y a l'amélioration qu'ont les malades avec différents traitements et ce qui a été montré dans les essais cliniques. Donc, on sait que l'acupuncture, il y a des essais qui ont montré que ça n'était pas plus efficace que le placebo au cours du syndrome de l'intestin irritable. Ça ne veut pas dire que chez un patient qui va tester l'acupuncture, qu'il va avoir aucune efficacité. Donc, c'est un petit peu différent à l'échelle d'un essai clinique et à l'échelle d'un malade. Donc, pourquoi pas? De toute façon, on peut, à partir du moment où on n'est pas soulagé par les thérapies habituelles, notamment alimentaires et médicamenteuses, on a le droit d'aller essayer des stratégies alternatives euh, sous réserve qu'elles ne peuvent pas entraîner d'effets indésirables ou aggraver les choses ou entraîner d'autres pathologies. Et c'est important de s'en assurer avant d'aller vers ce type de thérapie alternative. Et vous pouvez en parler à vos gastro-entérologues et à vos médecins traitants. Alors, que faire pour éviter, sinon atténuer le gonflement de l'intestin? Donc, le gonflement de l'intestin, c'est le météorisme abdominal. Et on sait que les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ils ont soit une sensation de gonflement qui est plus importante, ou soit pour un même gonflement du ventre, ils le tolèrent moins bien que quelqu'un qui n'a pas de syndrome de l'intestin irritable. Et alors, je vous l'ai dit, il y a deux éléments. Il y a des médicaments qui peuvent vous aider sur ça, notamment des antispasmodiques, où on utilise un peu aussi de médicaments ponctuellement à base de charbon. Et il y a aussi les régimes alimentaires. Et souvent, on fait mal des régimes alimentaires très simples. Et il y a certains aliments que vous pouvez retrouver notamment sur le site, je le disais tout à l'heure, de la Société française de gastroentérologie ou sur le site de l'Association de malades, avec certains aliments qui sont fermenticibles et qui favorisent la production de gaz. Et ça peut vous soulager un petit peu. Alors pourquoi sommes-nous si mal pris en considération par les médecins? Donc c'est une question difficile. C'est une pathologie finalement où il est fréquent que les médicaments habituels ne fonctionnent pas et on est souvent, les médecins, très à l'aise avec la prescription de médicaments, moins à l'aise avec tout ce qu'on peut faire autour, avec la prise en charge alimentaire, avec les thérapies qui sont, on peut dire, alternatives. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à avoir une prise en charge vraiment globale et aller voir les diététiciennes et aller voir d'autres personnes qui peuvent vous aider. Il y a des centres où il y a notamment de l'éducation thérapeutique au cours du syndrome de l'intestin irritable. Alors c'est vrai qu'il y a peu de centres en France, mais dans ces centres-là, on peut discuter avec des personnes qui connaissent très bien ces pathologies, des médecins et des paramédicaux. Et notamment, on peut avoir une éducation alimentaire
une éducation sur notre vie quotidienne qui permette d'améliorer les symptômes. C'est une question qui est difficile pour moi à répondre. Qu'en est-il des problèmes de dysbiose? Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On sait qu'il y a des anomalies du microbiote au cours du syndrome de l'intestin irritable. On peut soit avoir des anomalies de quantité ou soit des anomalies de qualité, c'est-à-dire des anomalies de répartition des différentes familles de bactéries qu'il y a dans le microbiote intestinal. A priori, dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est plus des anomalies qualitatives que des anomalies quantitatives. Et il y a des grandes familles de bactéries qu'on a tous. Et on sait que, par exemple, au cours des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, eh ben, il y a un taux de firmicute qui est un petit peu altéré, il y a un taux de bactéroïdètes qui est aussi un petit peu altéré. Donc, c'est des pistes pour la recherche, et c'était aussi une piste pour la transplantation fécale qui, aujourd'hui, n'est pas au rendez-vous au vu des données qu'on a actuellement au cours du syndrome de l'intestin irritable. Alors, les probiotiques font parfois pire. En tout cas, les messages que je pourrais donner vis-à-vis des probiotiques, c'est que les probiotiques sont, on l'a déjà dit tout à l'heure, ce ne sont pas des médicaments et ce ne sont pas des molécules qui ont forcément montré leur efficacité en comparaison soit à un autre traitement, soit en comparaison à un placebo. On pourrait plus comparer ça à un complément alimentaire. Donc, tous les probiotiques n'ont pas montré qu'ils étaient efficaces pour traiter le syndrome de l'intestin irritable. Par contre, il y a certains probiotiques qui l'ont montré. Et donc, si vous voulez utiliser un probiotique dans le syndrome de l'intestin irritable, il faut utiliser, à mon sens, les probiotiques qui ont montré qu'ils avaient une efficacité. Alors, il y a peu de contre-indications aux probiotiques finalement, et c'est pour ça qu'ils sont en vente libre en pharmacie. Alors, tout cela finit par être très coûteux, c'est vrai, parce que ces prises en charge, elles ne sont pas toutes remboursées. On sait que le coût du syndrome de l'intestin irritable en France, il est important, surtout parce que c'est une maladie très fréquente, qu'il y a il y a des patients qui utilisent beaucoup de traitements, et il y a même des patients qui ont un handicap au quotidien et qui ne peuvent pas travailler correctement, etc. Et ça a un certain coût. Donc c'est vrai. Et là où vous voulez en venir aussi, je crois, c'est sur les traitements alternatifs qui peuvent être beaucoup utilisés au cours du syndrome de l'intestin irritable, qui ne sont pas du tout remboursés. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est difficile de penser que ça va changer à court terme. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait une question sur Internet sur le syndrome de l'intestin irritable a-t-il un impact négatif sur la sexualité? Alors, c'est quelque chose dont on s'est aperçu il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y avait un vrai impact du syndrome de l'intestin irritable sur la sexualité. C'est vrai chez l'homme et c'est vrai chez la femme. Et il y avait justement une enquête en France au cours de la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique qui avait évalué l'impact de ces pathologies sur la sexualité. Et cette étude avait pris comme témoin, donc comme comparaison, des patients qui avaient un syndrome de l'intestin irritable. Et dans cette étude, on a été surpris de voir que les patients qui avaient un syndrome de l'intestin irritable, ils avaient une altération de la sexualité qui était très significative et pas si différente des patients qui avaient une MICI. Et depuis, il y a des études qui ont été et qui se sont spécifiquement intéressées aux patients qui avaient un syndrome de l'intestin irritable. Et on s'aperçoit que chez l'homme et chez la femme, il y a des troubles de la sexualité. Et il y a même des problèmes érectiles chez l'homme qui sont plus fréquents chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable quand on les compare aux hommes qui n'ont pas de syndrome de l'intestin irritable. Alors le médicament aux USA, désolé, je ne le connais pas, je peux pas vous dire.
Alors, il y a une question sur Internet, c'est que penser du psyllium? Alors, si je ne me trompe pas, le psyllium, c'est surtout, ça permet en fait un apport en fibres. Donc, les fibres ont probablement un rôle hein, dans la physiopathologie du syndrome de l'intestin irritable. Il y a des fibres qui sont solubles et d'autres qui sont non solubles. Et le psyllium a montré son intérêt dans quelques études, même si dans la littérature, les données elles sont assez conflictuelles, mais il y a quelques études qui montraient que le psyllium pouvait améliorer les symptômes au cours du syndrome de l'intestin irritable. Donc ça peut être une molécule qu'on peut utiliser et que les médecins peuvent être amenés à prescrire. Alors je regarde les autres questions, parce que j'en vois pas d'autres. Alors l'inaclotide, donc c'est une molécule qui est intéressante. On a vu dans les congrès et puis ensuite les publications des résultats très intéressants de cette molécule. Il y a, je crois, une AMM en Europe, donc une autorisation de mise sur le marché, mais il n'est pas disponible en France et il n'est pas remboursé en France, à ma connaissance. Donc c'est une molécule qu'on attend. Je crois qu'elle pourrait rendre de service à beaucoup de malades, mais pour l'instant, à ma connaissance, on ne peut pas l'utiliser. Alors, il y a une question intéressante sur Internet sur le curcuma. Alors, le curcuma est très à la mode aujourd'hui dans les maladies digestives et aussi dans d'autres pathologies. Alors, globalement, il n'y a pas d'étude qui a montré objectivement que le curcuma pourrait avoir un bénéfice au cours du syndrome de l'intestin irritable. Donc, c'est vrai que je vois beaucoup de gens en consultation qui en prennent. Je ne sais pas trop quoi en faire puisque certains patients décrivent une amélioration. Je ne crois pas qu'il y ait d'effets indésirables possibles avec ce type d'alicament, si je puis dire. En tout cas, ce que je connais bien, c'est qu'il y a un essai clinique qui a été mené au cours de la maladie de Crohn par l'équipe de Clermont-Ferrand, qui avait ajouté du curcuma à un traitement par azathioprine, qui est un immunosuppresseur. Et le fait de prendre l'azathioprine plus le curcuma n'était pas plus efficace que prendre l'azathioprine seule. Donc ça, c'est une très belle étude qui donne des résultats très très objectifs et qui montre la recherche qu'on peut faire dans les maladies digestives en coopération avec les malades. Pour le syndrome de l'intestin irritable, à mon sens, il n'est pas recommandé et le curcuma n'a jamais montré qu'il améliorait objectivement les symptômes. Donc, la rifaximine, alors la rifaximine, c'est un antibiotique qui a été évalué dans le syndrome de l'intestin irritable. Aujourd'hui, il n'est pas recommandé dans les algorithmes de prise en charge de l'intestin irritable euh, et on ne l'utilise pas en pratique clinique quotidienne. Alors le kéfir comme probiotique, j'avoue que je ne connais pas. Il faut imaginer qu'il y a un nombre incalculable, hein, un nombre incroyable de probiotiques qui sont différents, avec des souches différentes ou des associations de souches avec des quantités qui sont différentes. Donc il faut imaginer qu'il y en a énormément et qu'on ne peut pas tous les connaître. Et c'est pareil, je vous disais tout à l'heure que sur une personne, c'est impossible d'évaluer objectivement l'efficacité d'un médicament. Donc si vous avez une amélioration, pourquoi pas le continuer. Mais personnellement, je privilégie toujours, quand j'en prescris, des probiotiques avec des souches qui ont montré qu'ils étaient efficaces au cours du syndrome de l'intestin irritable. Alors, je remonte pour voir s'il y a des questions que j'aurais manquées.
Alors, que pensez-vous du VSL3? Alors, le VSL3, c'est un probiotique qu'on n'avait pas en France pendant longtemps et qu'on utilise beaucoup dans une situation qui est la pochite, qui est l'inflammation du réservoir chez les patients qui sont atteints de rectocolite hémorragique, chez qui on va enlever le côlon et le rectum et on va créer un réservoir et certains patients vont développer une inflammation de ce réservoir. Et on était assez démunis parce qu'on était un des rares pays qui n'avait pas accès au VSL3 parce qu'on savait que c'était efficace dans cette situation. Et c'est une molécule qui avait un niveau de preuve assez important dans cette situation-là. Au cours du syndrome de l'intestin irritable, le VSL3 est une des molécules qu'on peut utiliser et c'est un des probiotiques que personnellement je prescris dans cette situation-là, puisque le VSL3 et certains VSL3 en tout cas, le VSL3 est effectué et produit par un laboratoire qu'on connaît bien et qui fait des études qui sont bien menées. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un des probiotiques que je prescris. L'intestin irritable, c'est aussi des constipations, donc oui, on l'a dit tout à l'heure, il y a 3 types de syndrome d'intestin irritable. Le syndrome d'intestin irritable après dominance de diarrhée, le syndrome d'intestin irritable après dominance de douleur, et des patients qui ont un syndrome d'intestin irritable après dominance de constipation. Et chez ces patients-là, on va utiliser, plus ou moins associés aux antispasmodiques, des traitements qui sont laxatifs. Et là aussi, c'est parfois difficile de trouver le bon laxatif. Et il existe différentes classes de laxatifs qu'on peut plus ou moins associer. Et on va parfois essayer 1, 2, 3 types de laxatifs avant de trouver le laxatif qui va soulager le malade et qui sera bien toléré par le patient. Donc la constipation peut clairement être un problème très significatif au cours du syndrome de l'intestin irritable. Donc il n'est pas recommandé de prendre du VSL3 en prévention de la pochite, mais on peut le prendre quand on a une pochite. Oui, pareil. Pour la dyschésie, oui, c'est un petit peu différent et c'est pas vraiment le thème aujourd'hui, c'est une constipation terminale. Donc, je vais voir si j'ai des questions sur Internet en plus. En attendant de voir si vous avez d'autres questions. Que pensez-vous du tabac avec l'intestin irritable ou une MICI? Alors, au cours de l'intestin irritable, à ma connaissance, le tabac n'a pas d'impact majeur sur les symptômes, en dehors peut-être d'une accélération du transit. Mais au cours des MICI, le tabac a un impact majeur. Surtout, c'est vrai dans la maladie de Crohn, puisque le tabac a un impact différent dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique, où dans la maladie de Crohn, clairement, c'est un facteur aggravant, et c'est l'inverse dans la rectocolite hémorragique. Il faut absolument arrêter de fumer quand on a une maladie de Crohn, puisque les patients qui fument et qui ont une maladie de Crohn, ils ont des maladies qui sont plus graves, avec des opérations qui sont plus fréquentes, des hospitalisations qui sont plus fréquentes, et des traitements qui fonctionnent moins bien, même quand on a des traitements comme des biothérapies, des anti-TNF, quand on fume, et ben la réponse au traitement est moins bonne. Au cours de la rectocolite hémorragique, c'est l'inverse, mais on ne peut pas recommander aux patients qui ont une rectocolite hémorragique de poursuivre un tabagisme, ou voire pire, de se mettre à fumer, parce que vous savez qu'un cancer du poumon, ou les maladies cardiovasculaires, ou les cancers ORL,
ou les cancers de vessie, toutes ces pathologies qui sont liées au tabac, elles sont extrêmement graves et plus graves qu'une rectocolite hémorragique, pour lesquelles il y a aujourd'hui beaucoup de solutions thérapeutiques. Après, c'est des questions un petit peu difficiles, il faudrait voir avec votre gastro-entérologue pour les dernières questions, notamment sur la régulariser les selles après une ablation du côlon. Ça dépend de quel type d'ablation, mais les ralentisseurs du transit peuvent être efficaces, simples, comme du loperamide, ou par exemple, chez des patients qui n'ont plus du tout de côlon, on peut utiliser des médicaments pour essayer d'épaissir un peu les selles. Mais c'est vraiment des questions à voir avec votre gastro-entérologue. Alors, il y a une question à nouveau sur Internet sur le régime pauvre en FODMAPs. Donc, le message par rapport au régime pauvre en FODMAPs, c'est que on peut le faire. C'est surtout en traitement de deuxième ou de troisième intention. Et surtout que quand on le fait, il faut faire encadrer par un médecin et surtout par une diététicienne. Déjà, si on ne veut pas s'exposer à certaines carences, parce que c'est un régime qui est assez strict. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait que ça fonctionne quand on est suivi par une diététicienne. Ces régimes alimentaires sont très contraignants et difficiles à faire. Et il faut vous faire aider par ces diététiciennes. Et alors, je sais que les diététiciennes, ce n'est pas forcément pris en charge, mais il y a la majorité des mutuelles qui remboursent 1 à 2 passages chez la diététicienne par an. Donc, renseignez-vous auprès des mutuelles si vous en avez une. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que j'ai épuisé pour ma part les questions sur Internet. Alors, si le gluten a-t-il un rapport avec la colopathie fonctionnelle? Donc le gluten, a priori, n'a aucun rapport avec la colopathie fonctionnelle. Il y a une maladie qui est la maladie cœliaque, qui est une maladie qui est liée au gluten et qui justifie, et à mon sens, c'est la seule maladie qui justifie un régime strict avec une exclusion du gluten qui est totale et définitive, en dehors de l'allergie au gluten qui est quelque chose d'extrêmement rare. Donc, dans la colopathie fonctionnelle, il n'est pas recommandé d'effectuer un régime sans gluten, qui est un régime qui est difficile à faire, qui peut être source d'exposition et à risque d'avoir certaines carences nutritionnelles, et qui a parfois un impact social avec un isolement chez ces patients qui font des régimes sans gluten. Donc il faut le faire vraiment quand c'est justifié, et c'est justifié dans la maladie cœliaque et non pas dans le régime sans gluten. Alors il y a certains patients qui décrivent une amélioration quand ils font un régime sans gluten, mais la raison, c'est probablement que quand on fait un régime sans gluten, on élimine non pas que du gluten, mais aussi d'autres éléments, et notamment des aliments où il y a des FODMAPs, des sucres qui ne sont pas absorbés dans l'intestin grêle et qui vont arriver dans le côlon et qui vont être source de ballonnement, voire de diarrhée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades qui font un régime sans gluten qui disent qu'ils vont mieux, probablement. Donc, plutôt faire des règles génétiques simples du syndrome de l'intestin irritable qu'on a discuté tout à l'heure avec une diététicienne dans cette situation, plutôt qu'un régime sans gluten. Alors, le cannabis, c'est une question intéressante. Et à ma connaissance, le cannabis, donc je marche un peu sur des œufs, ça peut améliorer les symptômes digestifs. On a une meilleure tolérance, notamment il y a des essais cliniques dans la maladie de Crohn et quelques données dans le syndrome de l'intestin irritable. Et quand on est exposé au cannabis, que ce soit sous forme alimentaire, sous forme d'huile, sous forme de fumée, et ben on ressent moins ces symptômes digestifs.
mais a priori, ça ne traite pas les causes de ces pathologies. Donc voilà, il y a un essai dans la maladie de Crohn qui a été très très bien fait en comparaison au placebo. Et les patients qui avaient la maladie de Crohn, qui étaient exposés au cannabis par voie orale, ben, ils avaient moins de symptômes que les patients qui n'en prenaient pas. Mais en fait, ce qu'on s'apercevait, c'est que quand on faisait une coloscopie, les patients qui prenaient du cannabis, ils avaient exactement les mêmes lésions que quelqu'un qui ne fumait pas. Donc ça ne traite pas du tout la maladie, ça améliore probablement la perception des symptômes. Mais ça a été montré que au bout d'un certain moment, les patients exposés au cannabis, eh ben, ils avaient des problèmes psychologiques qui étaient liés au cannabis, notamment de la dépression, de l'anxiété, un isolement social qui était très important. Donc aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on peut conseiller. Donc s'il y a pas d'autres questions, je vais clôturer le live. Je vous remercie pour votre participation et toutes vos questions. Et à bientôt sur la page Facebook de Digescience. Au revoir.